Oz soit loué, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue dans le BCC, le Breakfast Ciné Club. On retourne à Oz pour parler de Wicked Partie 2, la fin du diptyque réalisé par Jon M. Chu avec Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum et un casting 5 étoiles, vous avez kiffé. Ouais, je suis parti en freestyle. Okay. C'est le cours de danse de tout à l'heure, là je suis un peu... du coup, que tu nous présentes de la même manière, s'il te plaît. Ah bah écoute, je peux essayer de faire ça. Je vous le dis, donc voilà, l'avant-première au Grand Rex, c'était juste de la folie pure. Je n'ai jamais entendu autant de bruit dans cette salle. On va en parler bien évidemment. On va parler de ce film, de ses enjeux, de ce qu'il raconte sur l'amitié, le pouvoir et sur bien sûr la désillusion et même un peu de politique. Ouais, complètement. Eh bah écoute, c'est un très très beau programme. Je suis accompagné de John Hume. C'est pas mal. C'est pas mal. Et de Maria Pallote. Maria Pallote. J'aime bien. J'ai voulu rajouter un peu de trucs. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien les copains. Mais oui, ça va très bien. Nickel. Vous êtes chaud pour parler un petit peu de ce film? Hyper chaud. Très content de parler de ce film. Eh ben, qu'est-ce que t'en as pensé pour le coup toi un petit peu en 3 mots? 3 mots Attends, ambitieux, profond et enlevé. Très bien. Jonathan Bailey, chemise. Ok. Voilà. C'est pas mal, c'est le Breakfast Ciné Club, on est parti. Alors un peu plus que 3 mots maintenant. Ouais, voilà, je vais si j'ose, dire, je vais développer mon avis, n'est-ce pas? Non, moi j'ai passé un très très bon moment devant ce film. J'ai trouvé que dans l'ensemble c'était un film très fluide, très libre. J'ai beaucoup aimé Wicked première partie 1, mais j'ai trouvé que ce nouveau film, une fois débarrassé du besoin de mettre en place en fait toute l'histoire qui était nécessaire dans le premier opus, les enjeux, les personnages, tout le cahier des charges qui devait être respecté. Là, j'étais devant un film qui était plus satisfaisant, en tout cas pour moi, en tant que spectateur, mais qui se présentait comme un aboutissement en fait du premier. Je trouve que les scènes sont présentées comme des tableaux qui s'enchaînent vraiment bien, je trouve, que les personnages sont écrits de manière très très directe, plus spontanée, ce qui fait que les chansons, quand elles apparaissent, semblent très en alchimie avec l'ensemble du film. Et puis au niveau de la direction artistique, le jeu des acteurs, des actrices, du casting, la réalisation de Jon M. Chu et tout le reste, on n'est pas dépaysé, hein, on retrouve vraiment les mêmes marqueurs que sur Wicked partie 1, mais il y a une dimension, je trouve, plus dramatique à l'ensemble. Je pense qu'on va en parler également au travers de vos avis, et si je devais donner une comparaison, c'est un peu comme si le film m'évoquait les premiers Harry Potter, tu vois, tandis que là on est dans quelque chose qui se rapprochait plus d'une tragédie, mais l'évolution de la saga Harry Potter, même si c'est sur plus de films, me rappelait un peu cet aspect-là. Et puis, il y a des éléments qui m'évoquent, effectivement, comme je disais, un cinéma de genre un peu plus adulte. Enfin, quand je dis plus adulte, attendez, c'est pas exactement ça. Mais il y a des transformations corporelles, il y a des scènes qui évoquent un petit peu le cinéma d'épouvante classique hollywoodien. Alors, ça reste évidemment un film fantastique, tout public, mais je trouve qu'il y a des aspects un peu inquiétants, on va dire, un peu comme les films fantastiques qui étaient destinés aux enfants et au jeune public dans les années 80, avec de la musique aussi d'ailleurs. Je pense à Labyrinthe, Jumanji, plus vieux, Labyrinthe avec David Bowie, qui était un vrai film musical avec David Bowie qui avait écrit les chansons, mais qui avait un côté un peu inquiétant comme ça, et très palpable aussi dans ses décors. Et cet aspect plus sombre du film, il coïncide avec l'arrivée de la storyline du Magicien d'Oz classique. On en a pas mal parlé avec Terry à la sortie de la projection, qu'on connaît, hein, avec la maison de Dorothy qui s'écrase sur un personnage. Je vais pas vous spoiler si vous connaissez pas. Et donc sur le tout dernier acte du film, on suit en parallèle la trame narrative de Dorothy, du lion peureux, de l'épouvantail et de l'homme de fer. Moi j'avais peur que toute cette narration parallèle, justement, elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais finalement c'est très fluide, ça se marie vachement bien. Tout se marie très très bien, et ça colle au récit, ça apporte une ampleur supplémentaire à ce dernier acte. Et puis parce qu'on sait que la quête de Dorothy, elle est censée l'amener jusqu'à la méchante sorcière de l'Ouest, hein, donc on se dit est-ce qu'ils vont aller jusque là? Donc voilà, moi je trouve qu'on a un film de grande ampleur, du vrai grand spectacle qui se fout pas de la gueule de son public, et qui a le bon goût également de ne pas s'éterniser. Donc c'est un vrai succès à mes yeux, voilà.
Alors, moi, j'ai vu le film au Grand Rex le soir de l'avant-première. Bah, voilà. J'étais là aussi. Incroyable. Extraordinaire. Incroyable. Avant même le début du film, Ouais. ça criait à un niveau de décibels jamais entendu. C'est fou que jamais vous ayez vu. encore des tympans pour en parler avec nous. Une aujourd'hui, folie, parce hein. C'est que- fou, Bah hein, ouais, mais non, c'est c'est que. Parce que moi, j'étais dans le Perche et j'ai tout entendu. Donc, donc C'était vraiment. vraiment fou parce qu'on a quand même eu, il y a eu des guidelines, moi qui m'avais été un petit peu envoyé en mode des personnes du Rex, ils m'ont dit Terry, prévois les boules qui est, quoi. Ça risque de Ah crier ouais. très très fort. Non, Ils avaient c'était une déjà un folie, peu hein. anticipé quand même. C'était une folie furieuse. Au début, j'étais un peu en retrait, comme une sorte d'observatrice un peu Ouais. distante du phénomène. Alors, j'étais habillée en meringue rose avec des papillons collés sur la face. Une certaine idée de la distance avec Marie. Voilà. Une certaine idée J'étais de vraiment. la distance. J'ai mis des sequins, j'ai mis des paillettes, mais j'étais. J'ai J'étais joué en le jeu. cosplay mais avec un peu de distance. Mais parce que je me suis dit, c'est peut-être la seule avant-première où je pourrais vraiment être bah oui. moi. Et c'est vraiment l'idée du film aussi. Bien sûr. C'est Exactement. de Ouais. s'imprégner de s'assumer ce qu'on a complètement. envie d'être. Complètement. Jusqu'à ce que l'homme, en fait, le plus sexy du monde apparaisse sur scène. Et là, je pense que ça y est. J'étais vraiment dans Ah oui, l'ambiance. oui, tu y étais. J'ai hurlé, comme tout le monde, je me suis transformée en monstre. Vraiment, je le dis. Il m'en fallait pas plus pour plonger dans le monde d'Oz. Alors j'avais prévu des mouchoirs, évidemment. Hein. Je savais que j'allais potentiellement chialer toutes les larmes de mon corps, ce qui était déjà le cas dans le premier film. Et ça n'a pas manqué. J'ai même dû en distribuer à mes voisins. Hein. Il y avait une sorte de solidarité. Dans le premier volet, il y avait la fameuse séquence Defying Gravity avec Glinda et Elphaba qui nous offrait un moment hyper intime, hyper... Waouh, et ben dans ce deuxième volet, pardon, c'est pareil. Hein. On est dans l'alchimie, on est dans le truc qu'ils m'ont eu totalement. J'ai hyper hâte de voir le making-of, de voir comment ils ont construit ces scènes. Oui. Parce qu'au-delà de la performance, le film, il vient aussi, comme tu le disais, Joe, boucler la boucle. Plusieurs fois, je me suis retrouvée bouche bée à me dire « Ah d'accord, mais c'est pour ça qu'on avait vu ça, etc. » Donc c'est hyper satisfaisant, tu vois, de ramasser tout ça. Et je trouve que effectivement, comme tu le disais, on est dans un film plus adulte, plus sombre. Il est tout public, mais ça m'a, tu vois, ça m'a trigger quelques petits trucs, un peu d'angoisse et tout. J'ai bien aimé être challengée à ce niveau-là. Il y a plus de sous-texte en fait, j'ai l'impression. Complètement. C'est-à-dire que ça reste un divertissement familial, mais quand il va en tant qu'adulte et que tu accompagnes peut-être un public plus jeune, il y a des choses qui vont te parler Il y a une que deuxième les lecture, plus jeunes vont pas forcément Complètement. capter, mais qui sont satisfaisants pour un public adulte aussi. Et puis on n'a plus droit qu'à un seul petit bisou. Hein, on a eu droit à plus. Allez. Là aussi, j'ai eu. Elle était prête pour ça, Marie. Ah, j'étais Ah oui, non, ça a crié très très fort. Je pense que je n'ai jamais vu une telle ambiance au Grand Rex. C'était électrique du début à la fin et je pense que tout ce qu'on se dit en fait, c'est que Wicked Partie 2, il est vraiment réussi. C'est un film qui ose être spectaculaire sans jamais être creux. John M. Chu a retrouvé ce qu'on aimait déjà dans le premier et il a gagné en aisance. Les transitions entre les scènes, elles sont fluides. Il y a donc toute la partie musicale s'intègre naturellement au récit et il y a une vraie dynamique émotionnelle à travers tout le film. Donc voilà, j'ai aussi vraiment beaucoup aimé cette noirceur qui s'installe peu à peu. On raconte, certes, voilà, on est sur un conte, mais il y a des moments un peu flippants, tu vois. Et je suis sensible à ce genre de choses, vous le oui, savez. c'est vrai, oui, mais toi, t'as un seuil de tolérance qui est très bas. Vraiment très bas. D'accord, mais voilà, des transformations, des toi, passages dès qu'il y a la un peu... tête en bois de hausse, tu fais je suis pas bien. Alors qu'il y a un moment qui est censé être plutôt cool et on voit la tête qui arrive. Je suis genre, hey, poto, arrête de me regarder, je suis pas bien. Donc voilà, il y a des passages qui sont un peu, comme tu le disais, voilà, de films fantastiques des années 80 et ça fonctionne hyper bien. Ça donne du relief dans ce monde. Ça donne un petit peu d'âme également à ce monde d'Oz. Le duo Cynthia Erivo, Ariana Grande, lui, il marche à la perfection. Hein. On sent de la complicité, il y a de la douleur, il y a de la fêlure et ça rend cette histoire d'amitié encore plus forte, encore plus mature et plus profonde finalement. Tu es incapable de résister. Qui le pourrait? Tu sais qui? Je vois une maison qui vole dans le ciel. Je m'en vais voir le magicien. Apportez-moi le balai de la maison sorcière de l'Ouest. Le balai sera la preuve de son trépas. Breakfast Ciné Club.
C'est assez fou parce que je l'ai déjà vu 2 fois ce film et là ce petit extrait je me suis T'as dit mis les frissons, là, vas-y, hein. j'y retourne non vraiment du grand spectacle, mais Wicked partie 2 reste sincère. Les personnages, on n'est pas sur le méchant qui doit être méchant, au contraire il y a vraiment de la nuance un petit peu partout et j'ai trouvé ça vraiment ultra intéressant. On a une vraie fin et pas juste une suite pour faire joli. C'est un film qui parle de ce que ça coûte de grandir et de choisir son camp et aussi de dire au revoir. John M. Chu, il a réussi à gérer ça avec un équilibre parfait. C'est lumineux, tragique, mais toujours plein de cœur. Il y a un moment qui est franchement incroyable, il y a un plan séquence, je pense que vous voyez de quoi je parle, on ne va pas spoiler, mais il se passe quelque chose d'absolument fou où en fait on a la caméra qui traverse des miroirs sans coupure. Alors c'est un plan séquence aidé technologiquement, mais qui est d'une fluidité d'une prouesse technique. Moi ça m'a vraiment touché et je pense que toutes les personnes qui aiment un petit peu ça seront aussi un petit peu affectées et je pense que ça même un petit peu comme si ce film même sur l'aspect technique va chercher un petit peu la magie qu'on peut retrouver dans le cinéma et donc ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est pas juste un effet de style, ça raconte quelque chose, on entre vraiment dans la tête du personnage et moi c'est vraiment ce genre de choses que j'aime, c'est pour ça que j'aime le cinéma et donc là-dessus alors Wicked partie 2, il renoue complètement avec ce qu'on avait adoré sur le premier, du old school, du sincère, de l'émerveillement, c'est très stylé. Jeff Goldblum. Là il a son moment là. Il a un moment que j'ai vraiment beaucoup aimé. Sachant que Jeff Goldblum, lui, il est chanteur et pianiste de jazz à côté et tout. Et pendant tout le premier film, je me suis dit, le mec, il doit attendre le moment où on va lui donner son... Mais comme nous, on était en train d'attendre. On attendait ce moment. Ça fonctionne hyper bien. Et là, il arrive. Et là, je suis tellement content. C'est jazzy, c'est élégant. Et en même temps, c'est très Broadway. Et donc, ça fonctionne, ça marche avec lui. Il est Oz. Voilà, ça fonctionne totalement. Et d'ailleurs, je précise que je pense pas que ce soit primordial, mais ça peut quand même être un petit kiff de se revoir ou de découvrir le film Magicien d'Oz avant, parce que il y a quand même les deux histoires, comme on disait, qui se marient bien, qui se répondent littéralement. Après, moi je dirais même après. Ou même après. Parce que d'avoir le point de vue de la méchante sorcière de l'Ouest entre guillemets et tu vois. Oui, bien vu. Tu vois, de voir arriver Dorothy qu'on ne voit jamais, mais ça on s'en reparlera plus tard. Je trouve que il y a un truc hyper mystérieux et de le voir après, de se dire d'accord, donc elle c'était sa quête, elle c'était machin. Non, je suis totalement d'accord. On peut parler un petit peu du casting avec un certain avec un certain Jonathan Bailey élu Sexiest Man Alive 2025. Pardon. Il sait bien parce qu'il a été élu Sexiest Man Alive vraiment dans le bon timing. Mais le timing est incroyable. Par rapport à l'arrivée du film. Moi j'étais là depuis le début et je l'ai toujours trouvé sexy, ok. Mais, écoute, on se rappelle quand même qu'à un moment tu nous as dit qu'il méritait de finir dans un musée. Ce monsieur, tu l'as dit ici, c'est vrai, dans cette pièce. C'est vrai. Donc comme quoi, exactement, comme quoi tu avais déjà pressenti, pré-shot cette élection. Bien sûr, Michelle Yeoh, ça fonctionne super bien. Jeff Goldblum, ils imposent une classe absolue. Cynthia et Ariana Grande, c'est autre chose. Elles ont une intensité qui prend vraiment tout l'écran. Quand elles sont face à la caméra, tu sens que c'est pas juste une performance, il y a une véritable connexion qui se ressent. Qu'elles s'aiment, quoi. Elles s'aiment et tu le vois même dans les promos, tu le vois un petit peu partout et donc c'est quelque chose qu'on aime voir également au cinéma. Bref, Wicked partie 2 pour moi, c'est du grand spectacle mais ça, sans perdre le côté humain. Donc ça reste quand même assez terre à terre, bien qu'on soit dans un monde fantastique où des gens volent. Mais c'est sincère, c'est élégant et c'est ce que j'attendais de cette vraie fin. Mais c'est intéressant que tu parles du côté terre à terre parce que moi un des trucs qui m'a particulièrement marqué dans ce film dont on avait déjà un premier aperçu dans le premier volet mais qui je trouve est beaucoup plus exploité là, c'est la portée politique de l'histoire. Dans Wicked, on sentait que derrière la façade du magicien d'Oz et du monde d'Oz se cachait une potentielle petite dictature ou un empire tyrannique basé sur un gros mensonge, mais dans ce nouveau film, on voit vraiment le monde de Oz devenir un état policier où le peuple est contrôlé par quoi ? Par la peur, évidemment, une peur qui est entretenue de manière mensongère par un petit nombre de dirigeants et on se retrouve face à deux types de personnages, t'en parlais tout à l'heure, ceux qui vont se laisser aveugler par la propagande et ceux qui vont entrer en résistance. Forcément, tout ça fait pas mal écho à l'actualité mondiale et ce qui est intéressant, c'est que John M. Chu décide au travers de cette histoire, de ne pas traiter le sujet de manière si manichéenne que ça. On a des personnages, en l'occurrence des animaux, qui vont devenir des réfugiés, qui vont tenter de fuir leur pays en passant par des voies souterraines clandestines. Je vais pas vous faire un dessin, mais bon, devant cette scène, c'était pas très difficile de laisser des parallèles avec l'actualité. On a le personnage d'Elphaba,
qui va tenter de persuader, de convaincre le peuple animal de rester à Oz, mais des arguments qui vont rapidement se heurter à la réalité des choses. Face à elle, il y a donc d'une part le magicien d'Oz et Madame Morrible, qui sont les représentants du gouvernement oppresseur. Et on a deux personnages qui sont entre les deux. La sœur d'Elphaba, que l'aigreur et la frustration a poussé à se ranger du côté de l'oppresseur, et Glinda, qui quant à elle est totalement aveuglée pas par Oz, par une construction qu'elle s'est faite depuis l'enfance et qui l'empêche en fait de voir complètement ce qui se passe, en tout cas de se l'avouer, de se l'admettre. C'est la pilule bleue et la pilule rouge. Exactement. C'est vraiment. Mais c'est comme si elle avait pris un petit peu des deux justement. Oui, c'est ça. Et je trouve que son personnage est hyper intéressant de ce point de vue-là aussi. Je trouve que le personnage de Glinda, il est hyper bien écrit dans ce film parce que derrière la façade, derrière les couleurs roses, il y a l'imminence de l'évidence qui va s'imposer à elle. Et nous, en tant que spectateurs, on dit il y a un moment, il va y avoir un basculement. Et pour moi, en fait, tout le sel de ce film, il était construit sur quand est-ce que Glinda va basculer, quand est-ce qu'elle va voir la lumière. À quel moment parce qu'elle fait tout, elle, pour retarder ce moment où elle va devoir faire face à ses propres contradictions. Donc voilà, je trouve que dans un film à grand spectacle comme celui-ci, un film familial, un film fantastique, nous mettre face à des enjeux politiques pareils, sans les surligner non plus, et de les confronter à des personnages qui représentent une vraie diversité de positionnement par rapport à une oppression tyrannique, le faire sans que ça paraisse trop en surface, je trouve que c'est assez admirable pour ce genre de spectacle. Donc voilà, alors oui, il y a les décors, il y a les chansons, il y a tout ce que vous voulez, il y a l'euphorie qui est créée autour du film, mais il y a aussi tout ça, et c'est ce qui donne, je trouve, à ce film sa densité, qui fait que c'est probablement un film qui restera. Enfin, moi je repense aux films fantastiques pour jeune public que j'ai vus dans les années 80 et 90 et qui restent encore avec moi aujourd'hui. C'est justement des films qui s'en tenaient pas juste à l'histoire de surface, et je pense que le jeune public qui va voir ce film aujourd'hui, dans 20 ans, dans 30 ans, il aura une signification pour eux en fait. Et puis... je pense que c'est un film qui va durer dans le temps. Deux films qui vont durer dans le temps. Et j'ai hâte de voir les relectures qu'on en aura plus tard avec le recul, parce que je pense que c'est un film qui raconte quand même quelque chose de son époque. Qui raconte quelque chose et qui en même temps, je pense, va également marquer toute une génération. Je pense qu'il y a une véritable communauté aussi qui s'est créée autour. Et on pouvait le voir différents rassemblements, et je pense que peut-être que je vais un peu trop loin, mais peut-être que dans des conventions on va avoir pas mal de je pense pas que t'ailles très loin mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire autour de cet univers, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis encore une fois, il est porté par le duo Erivo Grande qui toutes les deux, je trouve, incarnent parfaitement ce miroir de l'actualité. Tu te demandes comment elles vont faire pour tourner des films l'une sans l'autre maintenant, quoi. C'est ça. Elles sont c'est clair. Elle doit avoir le blues post-tournage, laisse tomber. C'est clair. Alors justement, dans cette partie 2, il y a des séquences tragiques dans le film, très très sombres, j'en dirai pas plus, mais j'étais contente justement du parti pris de la réalisation. On est, comme on a dit, dans une atmosphère beaucoup plus épaisse, beaucoup plus palpable. Alors niveau musique, on retrouve une parfaite cohérence entre le 1 et le 2. Par exemple, les paroles Unlimited, We Are Unlimited devient I'm Limited. Seigneur, j'ai chialé, mais comme jamais. Passons. Le premier volet, du coup, installe les décisions, mais le deuxième, il dévoile les conséquences de ces décisions. C'est un parti pris du compositeur Stephen Schwartz qui a poussé pour que ce film justement ait lieu. Il propose une musique qui illustre parfaitement cette amitié profonde, sans oublier que le réalisateur John M. Chu a fait en sorte de faire chanter et performer ses comédiens en live. Ça se sent. On sent qu'il y a quelque chose qui est délivré sur le plateau, c'est assez fort. Au niveau de la réal aussi, j'ai plus ressenti ce côté presque théâtre. Je m'attendais à un moment à voir des... d'ailleurs, l'ouverture du film, la partie 2, il y a un rideau, un peu comme aussi le magicien d'Oz. Et John M. Chu l'a affirmé en interview, il pensait les séquences comme des tableaux avec des entrées, des sorties marquées, un geste hyper lisible. Il y a notamment deux scènes en particulier qui m'ont marqué sans trop entrer dans les détails. Une où Glinda et Elphaba se retrouvent et ça part en pugilat, presque parodique. Les personnages apparaissent d'un coup, vraiment hip-hop, et ça m'a vraiment fait penser à la commedia dell'arte en fait, avec des outils de cinéma.
Ouais. Et on a la même grammaire scénique avec une réinterprétation cinématographique du fameux Lazzo, de la Commedia dell'arte, où ça se tape, ça tombe, ça roule, il y a du gag, du chaos scénique. Et on ressent ces effets théâtraux aussi dans la dernière partie du film. Ouais. Parce que tu disais, ça donne une profondeur au tragique qui est hyper esthétique, mais encore plus grand. L'héroïne du Magicien d'Oz qui entre finalement dans l'histoire jusqu'à sa rencontre ou pas, parce qu'on sait que normalement c'est sa quête. Elle doit rencontrer Dorothy, tu parles. Exactement, Ouais, elle doit rencontrer la méchante sorcière de l'Ouest. C'est au summum de ce que le théâtre peut offrir. Le spectateur cherche sans cesse le visage de Dorothy, Ouais. mais en fait c'est pas son histoire. Exactement. Et plusieurs fois je me dis mais elle va se tourner ou Ouais. tu vois. Et Ça en aurait fait, presque été dommage du coup, tu et vois. c'est hyper dommage Bah oui, parce parce que je pense que ça, si elle avait été castée, c'est-à-dire si on avait le visage d'une actrice plus ou moins connue, je pense que ça aurait même menacé de briser l'équilibre complètement. qu'il y a entre... Parce que C'est là, ça. le casting est très fort. Donc je trouvais que c'était la bonne idée, effectivement, de faire ça. Complètement. Mais tu le disais, il y a aussi des artifices qui ramènent au balbutiement du cinéma, qui sont utilisés avec des jeux d'ombre Ouais. et tout. On n'en dit pas plus, mais ça aussi, ça apporte vraiment un côté palpable à Complètement. l'ensemble du film qui marche J'ai vraiment à adoré fond. justement, et c'est pas la scène de Dorothy, c'est vraiment la scène jusqu'au bout de la méchante sorcière de l'Ouest. Hein. Et le dénouement, il est à l'image de ce diptyque, tu le disais Terry, c'est une vraie fin. C'est pas juste une suite pour une suite, c'est poétique, c'est romantique, et surtout, je me suis réconciliée avec Glinda la bonne. Mais alors, vraiment. Ah, bah ça, oui. totalement, Ouais. totalement. Ceci est l'œuvre de la méchante sorcière. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pense à ce qu'on pourrait faire, toutes les deux. Ah là 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 là, c'était vraiment absolument génial. Ouais. Question traditionnelle, les copains, on va voir ce film avec qui? Avec des personnes amoureuses de Jonathan Lay. Ouais, là on de leur fait passer plaisir. un oui, on le fait. excellent moment. Non, moi je propose d'aller voir ce film en famille et de débriefer après pour avoir justement les différents, capter ce qu'ont ressenti les différentes générations devant ce film. Moi ça Oui. m'intéresse Ok, de nice. savoir que, parce que nous on en parle entre nous, mais avoir le retour de mes enfants par exemple qui ont 6 et 10 ans, je trouve que ce serait intéressant. Vraiment. Pas mal du tout. Moi, je pense qu'on peut faire vivre ce film au-delà de l'expérience cinématographique, mais même avant d'entrer dans la salle, un peu comme certains films ont créé, de l'effet sur les réseaux sociaux, de venir tous en rose, etc. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai truc avec Wicked, de venir comme on a envie de venir. Ouais. Et faites-le avec vos amis. Moi, j'y suis allée avec des gens qui sont extrêmement fans, mais extrêmement fans. Et ça pourrait peut-être être la 5e fois qu'on voit le film et on va chialer de la même manière, au même moment. Ouais. Et ce sera fabuleux. Ah, c'est absolument génial. Je pense aussi qu'il faut y aller avec des amis, avec des fans. Je pense qu'on peut passer un excellent moment. C'était le Breakfast Ciné Club. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à toutes les équipes Avec grand techniques plaisir. d'avoir rendu ce podcast possible. On se retrouve. C'est dit, ça a été dit. On se retrouve très vite du coup pour un nouvel épisode, probablement un peu moins osien, mais tout aussi passionné. C'était donc Wicked Partie 2, une aventure fantastique, un vrai blockbuster de fin d'année et surtout une belle leçon d'amitié. On se retrouve bientôt. D'ici là, regardez le bon film. Ciao. Bye. Breakfast Ciné Club.